Ladies and gentlemen. Vous écoutez Close-Up Dramatique, le balado sur les actrices de l'âge d'or d'Hollywood. Le 28 août 1917, la star du muet, Florence Labadie, est gravement blessée dans un accident de la route. Elle lutte pour sa vie pendant 6 semaines avant de mourir. Autour de ce destin tragique se cache un mystère. Et si l'accident de voiture qui a entraîné la mort de la célèbre actrice était plutôt un meurtre déguisé? Jason Duval avec vous pour ce nouvel épisode de Close-Up Dramatique, épisode que je vous dis complètement passionnant. Il faut que je l'avoue avant de vous en parler un peu. Moi-même, j'ai été surpris par le gouffre d'informations, de théories et de tout ce que vous voulez qu'on retrouve sur le web sur la mort de Florence Labadie. Je m'attendais pas à un épisode aussi chargé. Je m'attendais à faire une vingtaine de minutes, je pense que je peux faire le double. Aujourd'hui, je vous parle de la carrière, de la mort et du mystère qui entoure Florence Labadie. Carrière exceptionnelle qui se passe sur moins de 10 ans. Pendant cette carrière très courte, elle va tourner presque 200 films de tout genre, mais surtout des drames. Vous allez voir, elle va devenir une véritable idole. Là où je me suis étonné du nombre d'informations, d'articles, autant de presse que de blogs qu'on retrouve, c'est au sujet de sa mort. Si aujourd'hui le nom de Florence Labadie fascine encore, c'est pas nécessairement pour sa carrière ou les quelques films qui se sont rendus jusqu'à nous. Mais c'est vraiment à cause du mystère qui entoure l'accident qui finira par lui coûter la vie en 1917 à seulement 29 ans. Dans ce mystère, on découvre la vie intime, un peu étrange de l'actrice qui mêle une passion non réciproque avec un président des États-Unis. Je vous en dis pas plus qui était Florence Labadie et comment s'est-elle rendue presque au sommet du box-office. Florence Labadie naît à New York le 27 avril 1888. Elle est la deuxième enfant d'un couple assez dysfonctionnel, Horace Blanchard et Mary Lynch. Selon plusieurs sources internet, des blogs majoritairement dédiés au cinéma muet, on décrit le couple de New-Yorkais comme étant des bêtes de la nuit. Ils sont dans toutes les fêtes ouvrières, événements plus ou moins importants et s'occupent de leurs enfants de façon occasionnelle. En 1890, Horace, le père, décède. Mary va par la suite vivre des épisodes de dépression très profondes, mélangés à des problèmes de santé mentale comme la paranoïa par exemple. L'État de New York juge que la femme n'est plus en mesure de s'occuper de ses enfants et on lui retire leur garde. On perd la trace de la sœur de Florence par la suite. Florence, elle est adoptée par un couple très aisé de Montréal au Québec, l'avocat réputé Joseph Labadie et sa femme Amanda. Le couple de Québécois emmène la petite fille de 3 ans avec eux à Montréal où elle va vivre une vie très aisée. Elle fréquente les meilleurs endroits de la ville grâce à la réputation de son père et sera éduquée au couvent Notre-Dame, établissement scolaire très réputé. En fait, c'est l'un des meilleurs de l'époque, si c'est pas le meilleur à Montréal. C'est autour de 1906-1907 que Florence, maintenant rendue à presque 20 ans, va regagner son état natal, New York, pour travailler en tant que mannequin dans différentes boutiques de mode. La jeune femme est très belle, possède un regard très doux, très charmeur. Rien d'étonnant qu'elle se retrouve mannequin. À New York, grâce à son travail, elle va rencontrer un bon nombre de personnes de l'industrie du théâtre. Elle leur manifeste d'ailleurs son envie d'en faire. La Montréalaise aimerait bien voir ce que ça fait de se retrouver devant des centaines de personnes. C'est la compagnie de théâtre Holcott qui va lui donner ses premières chances d'apparaître au théâtre et ça marche. Florence est naturellement douée pour le jeu et la compagnie l'engage pour un tour à travers le pays.
C'est pendant cette première tournée qu'elle va rencontrer une très jeune Mary Pickford, qui commence à faire parler d'elle et surtout qui est sur le point de devenir une méga star du cinéma. On est en 1909 à ce moment-là, le grand écran commence à peine. Entre Marie et Florence, le courant passe. Les deux jeunes femmes ont beaucoup de plaisir ensemble et parlent de théâtre pendant des heures. Toujours en 1909, Marie va proposer à son ami de l'accompagner à la Biograph, son studio de cinéma. Invitation qu'elle accepte. Une fois sur place, on propose à Florence d'apparaître à l'écran en tant que figurante. Un nouveau coup de foudre pour la future star. Elle adore l'ambiance des plateaux. Jusqu'en 1911, elle est une extra girl, connue à la Biograph, qui tarde quand même à la signer. Ils vont manquer leur chance, parce qu'en 1911, c'est la Tannhäuser Film Corporation qui offre un contrat à Mademoiselle Florence Labadie. C'est le début d'une très très grande carrière. La Tannhäuser n'a pas encore de star au sein de leur studio. C'est Florence qui va le devenir. Elle charme le public dès ses premiers films. Entre 1911 et 1917, le nom de Florence Labadie apparaît plus de 180 fois au générique de films, majoritairement dans des courts-métrages, mais aussi quelques longs-métrages dramatiques à succès. En 1914, le grand patron du studio, Charles Haight, meurt dans un accident de voiture, mystérieux accident de voiture. L'enquête autour de cet étrange accident de la route annonce que les freins de la voiture de Haight ont été coupés de façon volontaire. Quelqu'un les a coupés, mais qui? On le saura jamais, mais retenez cette information, ça va vous servir pour plus tard. À sa mort, Charles Haight laisse la Tannhäuser dans un état assez précaire. Le studio est criblé de dettes et de problèmes financiers. À elle seule, Florence maintient le studio en vie. Les profits qu'engendrent ces films sont si gros qu'ils permettent au studio de continuer à fonctionner et à produire des films de façon indépendante. La cadence que s'impose l'actrice est incroyable. Elle tourne entre 4 et 10 films par semaine. Elle est une professionnelle reconnue. L'actrice fait ses scènes en une seule prise, sait exactement ce qu'elle doit faire et le fait à la perfection. De toute façon, Florence n'a pas vraiment le temps de refaire ses scènes plusieurs fois, parce que souvent, elle a d'autres films à enregistrer dans la même journée. En plus des nombreux tournages, Florence est une habituée des séances de promotion où elle est interviewée par des dizaines de journalistes, entre 2 séances de photos, parce que oui, la star trouve l'énergie, trouve le temps de poser de nombreuses fois par semaine. Toujours en 1914, elle se fiance à un auteur du studio, Daniel Carson Goodman, à qui elle envoie ses nombreuses lettres d'admirateurs. Des fans qui lui proposent parfois un mariage. Florence et Goodman trouvent ça très drôle parce que parfois, les hommes se dévoilent complètement dans leurs demandes plus ou moins élégantes. Puis, qu'est-ce qui arrive en 1914? La Première Guerre mondiale. Ça vient un peu embêter l'industrie du film et forcément la carrière de Florence. À partir d'ici, la star partage sa vie entre New York et Montréal où elle passe beaucoup de temps avec sa famille. C'est d'ailleurs à Montréal qu'elle reçoit une lettre troublante au début de l'année 1915. Un fan lui écrit de l'Europe où il lui explique les horreurs de la guerre dans tous ses détails, les sentiments qu'il vit à chaque jour et lui envoie en plus des photos terrifiante de ces paysages. L'actrice est troublée, elle ne peut pas croire que ces atrocités se déroulent en ce moment même. Elle va devenir une militante importante pour la paix, elle va se lancer dans une tournée des États-Unis et du Canada pour parler de la paix. Elle emmène avec elle des diapositives, des photos qu'elle reçoit par centaines de l'Europe où on aperçoit des corps, des scènes parfois très violentes. En juillet 17, The Woman in White, le nouveau long-métrage de Florence Labadie, connaît un succès monstrueux. Elle est au sommet de sa carrière, c'est l'apogée du succès. Pourtant, il reste que très peu de temps à Florence Labadie.
En juillet 1917, après plusieurs semaines d'attente, The Woman in White sort enfin en salle. C'est le nouveau film de Florence Labadie, star du muet. Le public est au rendez-vous sans surprise et on annonce déjà les 2 prochains films de l'actrice qui sortiront le même jour, soit le 9 septembre 1917. À l'été 17, Florence Labadie est si connue et appréciée qu'elle fait concurrence à Mary Pickford, sa bonne amie, et à la tragédienne Lillian Gish. Les profits qu'elle génère tiennent en vie la Tannhäuser, qui peine à se relever de ses dettes et problèmes d'argent. Heureusement que la star est là, mais pas pour longtemps, parce qu'en août 1917, elle annonce à son studio qu'elle reçoit depuis plusieurs semaines des offres très alléchantes, que la Tannhäuser ne peut concurrencer. Florence quittera le studio à la fin de l'année. La direction accepte ce départ. Ils ne peuvent pas retenir l'actrice, ils le savent, elle sera beaucoup mieux ailleurs, dans des productions plus grandes, plus majeures. Le 28 août 1917, Florence est au volant de sa voiture, accompagnée de son fiancé, Daniel Carson Goodman. Le temps est bon, il fait chaud et aucun nuage à l'horizon. Près d'Ossining, à New York, Florence tente de freiner à l'approche d'une colline, mais rien ne se passe. La voiture gagne de la vitesse, le couple panique et l'engin descend la colline à une vitesse folle avant de faire des tonneaux. Goodman s'en sort miraculeusement avec une seule jambe cassée. Florence n'aura pas cette chance. La star est projetée dans les airs avant de s'écraser au sol. Elle est gravement blessée et est transportée à l'hôpital. Pendant 6 semaines, elle lutte pour rester en vie. Le 9 septembre, les 2 films de l'actrice sortent en salle et sont très bien accueillis. L'accident et l'état incertain de leur actrice principale a fait une triste publicité aux productions. En octobre, Florence peut enfin sortir de l'hôpital et semble prendre du mieux. Le 13 octobre 1917, à 29 ans seulement, Florence Labadie décède chez elle d'une infection du sang engendrée par les blessures causées par l'accident. La mégastar devient la première artiste à mourir à l'apogée de sa carrière. Sa mort est largement médiatisée pendant quelques jours. Ses funérailles sont organisées en trombe, peu de personnes étrangement y assistent. Aucun ami intime s'y présente, aucune star de l'écran n'est sur place. Seuls d'immenses bouquets de fleurs témoignent de leur respect envers l'actrice. Aucun membre de la famille de Florence ne se présente également. Uniquement sa mère biologique, Mary Lynch, arrive en pleurs clamant être la vraie mère de l'actrice. Elle fait toute une scène. On la croit folle, personne n'y accorde vraiment de l'attention. Même si Florence Labadie était une immense star, elle est enterrée sous une plaque anonyme à Brooklyn. Ce n'est qu'en 2014, quand des descendants des créateurs de la Tannhäuser organisent une levée de fonds pour donner à l'actrice une plaque digne de son nom. Mais autour de la mort de Florence Labadie règne une ambiance de mystère, un certain malaise. Pourquoi ses amis ne se sont-ils pas présentés à ses funérailles? Où est passée la famille de Florence? Pourquoi, pendant près de 10 ans, les stars du cinéma refusent-ils de parler de la star? Pourquoi on tente de faire sombrer dans l'oubli le nom de Florence Labadie? Pourquoi, pendant près de 10 ans, les stars du cinéma refusent-ils de parler de pourquoi on tente de faire sombrer dans l'oubli le nom de Florence Labadie? Pourquoi ses amis ne se sont-ils pas présentés à ses funérailles? Pourquoi on tente de faire sombrer dans l'oubli le nom de Florence Labadie?
Le 28 août 1917, Florence Labadie est projetée dans les airs après que les freins de sa voiture aient cessé de fonctionner. Elle est gravement blessée et va mourir le 13 octobre de la même année d'une infection du sang causée par l'accident. Après son enterrement, le nom de Florence Labadie va rapidement tomber dans l'oubli. Ses films seront rangés au fond des entrepôts et pendant 10 ans, les stars du cinéma refuseront de parler de Florence. Vous allez voir que autour de Florence Labadie, il y a tout un mystère. Ça commence en 1927, 10 ans exactement après la mort de l'actrice. Cette année-là, James Bird, un brillant reporter, va remettre le nom de la star dans les journaux. Pour souligner les 10 ans de sa disparition, le journaliste se demande pourquoi aucun cinéma ne passera les films de l'actrice. Aucun propriétaire a pour projet de diffuser la moindre image de Florence Labadie, celle qui fut la une de tous les magazines, les journaux et qui fut l'une des plus importantes stars de sa génération. Il en parle avec son patron et se souvient d'un drôle d'événement survenu en 17. C'est la première fois qu'il en parle à quelqu'un d'ailleurs. James explique qu'à la mort de Florence Labadie, il a été très attristé. Elle était l'une de ses actrices préférées et ne l'avait jamais vraiment déçu dans ses films. Dans le but d'écrire un article sur l'actrice pour le New York Telegraph, où il travaille en 1917, James s'est rendu au garage où était la voiture accidentée. Il l'a inspectée et a remarqué quelque chose de suspect. Les freins de la voiture ont été coupés. Quelqu'un a causé cet accident en coupant les freins de la voiture de l'actrice. De retour au New York Telegraph, James explique l'étrange situation à son patron qui, convaincu qu'il tient un scoop entre ses mains, prévoit tout pour le lendemain. Des articles où on s'interroge. La célèbre actrice a-t-elle été assassinée? Mais les plans vont être troublés. La même journée, le journal new-yorkais reçoit la visite d'hommes imposants qui leur demandent de ne rien dire à ce sujet, qu'ils pourraient nuire à l'enquête. On leur demande de ne plus s'intéresser ni à l'accident ni à Labadie. On leur fait comprendre que s'ils s'intéressent un peu trop à toute cette affaire, ça pourrait être dangereux pour eux. Le lendemain, James retourne au garage et est étonné de voir que la voiture ne s'y trouve plus. Le reporter va parler rapidement avec le propriétaire du garage qui lui explique que des hommes sont venus chercher le tas de ferraille, pour citer le garagiste. Il retourne alors chez lui. En pleine nuit, le même jour, le reporter est réveillé par 2 hommes en complet qui sont armés. Ils lui font comprendre qu'il ne doit pas s'intéresser et creuser la mort de Florence Labadie. C'est un triste accident de la route, point. Avant de partir, les 2 hommes précisent à l'homme que s'il s'intéresse davantage à toute cette histoire, ça pourrait lui coûter cher, ça pourrait mettre sa vie en jeu. James Bird sera assez effrayé et ne s'intéressera plus pendant 10 ans à la mort de Florence Labadie. En 1927, James prend la décision de recommencer à creuser la mort de l'actrice et les circonstances étranges qui l'entourent. Il parle à différents proches de l'actrice qui refusent de parler. Il se rend chez Mary Pickford qu'il reçoit avec beaucoup de gentillesse et qui accepte de parler de sa défunte amie. Pickford et James s'entretiennent longuement sur les films, le talent, la personnalité de l'actrice. Quand le reporter aborde le sujet de sa mort et du mystère qui l'entoure, Pickford change drastiquement d'attitude. Elle le met à la porte après lui avoir dit « Il y a des mystères beaucoup plus intéressants à Hollywood. Certaines choses doivent rester secrètes. » Après sa rencontre avec Mary Pickford, James sera encore plus intrigué. De quel mystère parle-t-elle? Il retrouve par une chance immense l'ancienne femme de chambre de Labadie. Si au départ, la femme est peu enthousiaste à l'idée de parler de son ancienne patronne, elle va finir par accepter. Elle raconte aux journalistes qu'en septembre 1915, Florence Labadie a accouché d'un petit garçon. Personne ne savait qui était le père, mais tous le savaient, Goodman, son fiancé, ne l'était pas. La femme de chambre raconte que ça faisait plusieurs mois que l'actrice refusait de voir son fiancé, qu'elle cherchait à garder sa grossesse secrète. Après quelques minutes, mal à l'aise, la femme de chambre dit « Je vous en ai trop dit, il serait mieux que vous partiez maintenant », avant de mettre elle aussi à la porte le reporter.
Malheureusement, on perd la trace du journaliste à l'entrée des années 30. Pour une seconde fois, le nom de Florence Labadie tombe dans l'oubli. Il faut attendre 1943, avec l'auteur Charles Faster, pour réentendre le nom de Florence Labadie. Charles Faster est un publiciste journaliste qui a eu une très longue carrière. Il a interviewé plusieurs grandes stars du cinéma comme Mary Pickford, Marilyn Monroe, Errol Flynn et plusieurs autres. En 1943, il interviewe l'ancienne actrice du muet Valentine Grant et lui parle de sa carrière et décide de lui parler d'une certaine Florence Labadie de qui elle a été une amie très proche. Faster ne le savait pas, mais à ce moment-là, il va apprendre énormément et relancera l'intérêt sur Florence Labadie. C'est le début du mystère, du mythe qui entoure la mort de Florence Labadie et ce que je vais vous raconter vient des dires de Valentine Grant rapportés par Charles Faster. Je le reprécise quand même. Selon Valentine Grant, la vie privée de son amie était très mouvementée et ce depuis le début de sa carrière. Quand elle arrive dans les studios de la Tannhauser en 1911, elle tombe dans l'œil du gouverneur du New Jersey, Thomas Woodrow Wilson, qui est aussi un grand ami des patrons du studio. Woodrow est à ce moment-là marié depuis 1885 et aucun scandale d'adultère est sorti. Il est l'un des politiciens les plus connus du pays et certaines rumeurs racontent qu'il va se présenter pour devenir président des États-Unis lors des prochaines élections. Florence joue dans ses premiers films et Woodrow tombe en amour devant l'actrice. Il se présente très souvent au studio, entre dans la loge de Labadie sans avertir, chose qui la dérange beaucoup. Mais Charles Haight, le patron de la Tannhauser, dit à l'actrice qu'il faut absolument qu'elle soit sympathique avec Woodrow. C'est un bon ami qui aide grandement le studio. Elle se doit d'être très gentille avec lui. Toujours selon Grant, Florence détestait l'homme qui avait presque 60 ans à ce moment-là, alors que Labadie en avait à peine 20. Mais pour faire plaisir à ses patrons, l'actrice accepte la présence du gouverneur en studio, dans sa loge et un peu partout où elle va. Woodrow va devenir très envahissant. Il est toujours là. Il dérange l'actrice dans son travail en clamant son admiration pour elle, même lorsqu'elle se retrouve devant les caméras. Dans sa loge, l'homme l'accompagne et lui fait des avances très directes. La star refuse toujours poliment. Valentine Grant explique alors que Florence détestait l'homme. Elle le trouvait arrogant et même répugnant. Elle n'était pas du tout intéressée par celui qui la harcelait, parce que le gouverneur va devenir très harcelant envers l'actrice. Quand il ne peut pas se présenter en studio, il envoie des dizaines de bouquets et de petits cadeaux par jour à Florence. À bout de nerfs, l'actrice parle à Charles Haight, son patron. Haight constate que la jeune femme n'en peut plus. La présence de Woodrow est devenue trop grande, elle écrase Florence. Ne voulant pas vexer Woodrow, craignant qu'il cesse de donner de petits montants d'argent au studio, Haight explique à son ami que les prochains films de Florence Labadie doivent se tourner de la façon la plus intime possible. Il ne sera pas autorisé à assister au prochain tournage. L'histoire, la fin de ses prochaines productions doivent rester un secret. C'est pour le bien de la carrière de l'actrice. Le gouverneur, bien que déçu, comprend la situation. Il enverra de nombreuses lettres à l'actrice que Haight s'assure qu'elle ne se rende jamais à sa loge. Le 5 novembre 1912, Thomas Woodrow Wilson devient le 28e président des États-Unis avec plus de 40% des votes. Il envoie une lettre à la femme qui l'obsède. Pour une rare fois, Florence répond, elle le félicite mais sans plus. Occupé avec son nouveau rôle de président, Woodrow laisse Labadie un peu plus tranquille. Quelques lettres ici et là jusqu'en 1914, quand sa femme décède. À partir de là, c'est à nouveau l'obsession, l'amour-passion envers Florence. Toujours selon le témoignage de Valentine Grant, lors d'une soirée où était aussi Mary Pickford, Florence leur aurait confié qu'elle craignait que le président la demande en mariage. Cette demande mettrait fin à sa carrière et signerait le plus grand drame de sa vie, épouser un homme qu'elle déteste et côtoie uniquement pour faire plaisir à ses patrons.
Une situation qui l'inquiétait énormément et la mettait dans des états de stress immenses. À l'été 14, Florence reçoit une invitation officielle pour célébrer la semaine de Noël à la Maison-Blanche en compagnie du président et de ses quelques invités. Florence en pleurs, se serait rendue dans les bureaux de Haight qui l'aurait rassuré en lui disant qu'il arrangerait la situation. Hélas, le directeur de la Tannhäuser décède dans un accident de voiture peu de temps après avoir rendu visite à Woodrow. Les freins de sa voiture ont été coupés, causant l'accident mortel. L'enquête sera rapidement fermée et aucun coupable ne sera trouvé. Labadie se serait alors rendu chez Valentine Grant et lui aurait exprimé ses doutes sur la mort de Charles Haight. L'actrice était persuadée que le président était impliqué dans l'accident. À contre-cœur, Florence passera Noël 1914 à la Maison-Blanche. Elle y passe les derniers jours de l'année également avant de revenir à New York. À son retour au studio, Valentine explique qu'elle était différente. Elle n'était plus la même. Florence était une travailleuse acharnée, une vraie actrice. Elle n'avait pas pour habitude de recommencer ses scènes, d'oublier ses textes et ses gestes. C'est pourtant les nouvelles habitudes qu'elle a prises depuis son retour de la Maison-Blanche. Elle est aussi très silencieuse et on la retrouve parfois en pleurs dans sa loge. Lorsqu'on lui demande si tout va bien, elle répond qu'elle est juste fatiguée. Valentine explique aussi les nombreux épisodes d'absence que vivait l'actrice. Elle pouvait parfois devenir inerte, assise, perdue dans ses pensées. Labadie oublie de plus en plus ses lignes, s'absente du studio souvent et en mars 1915, elle demande une pause de 6 mois, chose inhabituelle pour l'actrice que le studio accepte. Grant explique qu'elle n'a pas eu le temps de dire au revoir à son amie. Florence étant partie en pleurs et très rapidement du studio. À la presse, pour justifier l'absence de Labadie sur les écrans, on explique qu'elle a souffert d'un coup de fatigue immense et qu'elle avait besoin de repos. On explique qu'elle sera de retour à la fin de l'année. Mais ce n'est qu'en 1916, au début de l'année 1916, que Florence Labadie reviendra au studio. Une longue absence prolongée qui coïncide étrangement avec le témoignage de la femme de chambre de l'actrice qui, souvenez-vous, a dit qu'elle avait accouché d'un petit garçon en septembre 1915. Valentine Grant ne parle pas directement de cet accouchement mystérieux, mais déclare qu'il s'est passé quelque chose de très important dans la vie d'une femme à ce moment-là pour Florence. Pendant cette pause, Valentine croise souvent le fiancé de la femme, Goodman, qui lui explique que son amoureuse refuse de le recevoir. Elle accepte même rarement de lui parler au téléphone. Une relation qui bat de l'aile depuis plusieurs mois, déjà en 1915. Toujours selon le témoignage très intéressant de Grant, une fois de retour au studio de la Tannhäuser, Florence était redevenue elle-même, une actrice talentueuse qui tournait toutes ses scènes en une seule et unique prise. Sur les plateaux, l'état de Florence est redevenu habituel. En privé, elle s'est encore plus renfermée. Florence s'enferme dans sa loge, refuse d'aller aux soirées où elle est invitée et refuse tout appel téléphonique. Elle est isolée de façon inquiétante comme le décrit Valentine Grant. Jusqu'à l'été 1917, Valentine et Florence se verront que très rarement et se parleront encore plus rarement. Valentine explique à Faster qu'elle était très triste de cette situation. Elle a toujours eu pour Florence une admiration et une amitié fidèles et trouvait cette nouvelle situation très difficile. Grant explique que lorsque sa célèbre amie est victime de l'accident qui lui sera fatal, elle l'apprend dans les journaux comme plusieurs. Personne n'est avisé de l'état extrêmement grave dans lequel se retrouve l'actrice. Valentine affirme qu'on lui a refusé la visite à l'hôpital, Florence ayant donné l'ordre de recevoir personne. Grant explique qu'un mois plus tard, c'est encore une fois par les journaux que son entourage, même plus intime, apprendra la mort de l'actrice. Goodman, son fiancé, selon Grant, a de la même façon appris la mort de Labadie. Si jusqu'ici, le témoignage de Valentine Grant est troublant, ce qui va suivre l'est encore plus. C'est toujours raconté par l'ancienne star du muet. Ce que je vais vous dire, c'est des propos qu'elle a entendus après la mort de Florence Labadie, des personnes crédibles qu'elle connaissait bien et des personnes qui n'avaient pas tendance à dire n'importe quoi.
Grant continue à parler de l'Abadie et aborde les funérailles qui, souvenez-vous, sont très calmes et étrangement sans la présence de sa famille et de ses amis proches. Elle explique que personne n'est allé aux funérailles de Florence parce qu'il y avait un malaise. Tout le monde savait qu'au cours des derniers mois, des dernières années, il y avait eu de drôles d'événements autour de l'actrice. Plusieurs personnes, comme Valentine elle-même, ont décidé d'envoyer des fleurs en signe de soutien, de respect à la famille. Mais ce n'est pas le plus étrange qui survient après la mort de l'actrice. Valentine Grant se rend à la maison de l'Abadie où vivrait sa mère, Amanda, depuis le décès de sa fille. Mais Grant retrouve la maison totalement vidée et abandonnée. En parlant avec un agent immobilier qu'elle trouve sur place, elle découvre que l'entièreté des biens de la star ont été vendus à un certain George Smith de Washington, D.C. Tous les meubles, les vêtements, les bijoux, tout ce que possédait l'actrice a été emporté quelques jours après les funérailles. Valentine explique la situation à d'autres amis qu'elle avait en commun avec Florence. Ses amis expriment leur désir d'avoir un petit quelque chose de l'actrice comme souvenir. Ils entreprennent de retrouver ce fameux George Smith de Washington et tenez-vous bien, l'adresse que leur donne l'agent immobilier n'existe pas et aucun George Smith est recensé à ce moment-là à Washington. Qui est la mystérieuse personne à avoir acheté l'entièreté des biens de l'Abadie? Où sont passés ces biens? Valentine tentera de retrouver Amanda, la mère de Florence, mais elle disparaîtra à jamais. Au cimetière où est enterrée anonymement Florence, Amanda avait acheté un petit terrain près de sa fille. Encore aujourd'hui, en 2023, seule Florence Labadie s'y trouve. Qu'est devenue Amanda? Un mystère qui ouvre d'autres mystères et c'est pas terminé. En terminant son entretien avec Faster, Valentine Grant déclare quelque chose de troublant. Sa propre hypothèse concernant la mort de Florence Labadie, qui est aussi celle de plusieurs personnes du métier, dont Mary Pickford. Grant l'affirme. Une hypothèse qui, je dois l'avouer, a de l'allure. Florence Labadie aurait été assassinée par Thomas Woodrow Wilson, le président des États-Unis. En fait, Woodrow aurait commandé la mort de l'actrice. Florence passe la fin de l'année 1914 à la Maison-Blanche à Contrecœur. À son retour, au début de 1915, elle est transformée, elle ne parle plus, pleure sans raisons apparentes et est extrêmement nerveuse. En mars 1915, elle demande un congé de 6 mois et disparaît de l'œil public. Même son fiancé n'est pas autorisé à la voir. En septembre 1915, 9 mois exactement après les fêtes de 1914, Florence aurait accouché d'un enfant. Un enfant de qui? Du président des États-Unis, Thomas Woodrow Wilson, l'enfant qui disparaît dans la nature d'ailleurs, on ne sait pas ce qu'il devient. Grant croit qu'il fut donné en adoption après avoir été abandonné. En 1917, ayant peur que les États-Unis entrent dans la Première Guerre mondiale, Florence, grande militante pour la paix, aurait menacé de tout dévoiler aux médias concernant la passion du président envers elle. Une passion qui a possiblement mené à un enfant par accident. Devant ce chantage et sachant que Florence n'avait pas de sentiments amoureux pour lui, Woodrow aurait eu peur et aurait fait couper les freins de la voiture de l'actrice, entraînant un accident qui lui sera fatal. Chose qu'il aurait fait aussi avec Charles Haight, quelques années auparavant, lorsque ce dernier lui aurait demandé de prendre ses distances avec l'actrice. Une théorie que Valentine Grant affirme croire, comme plusieurs des amis de Florence et de l'industrie du muet. Elle dit même qu'à l'époque, en 1917, c'est ce qu'il se racontait partout à Hollywood. Florence Labadie a été assassinée par le président. La mort de Florence Labadie pose beaucoup de questions. Est-ce que l'accident qui lui fut fatal est en fait un meurtre? Où sont passés les biens de l'actrice? Pourquoi la mère de la star n'a jamais été retrouvée? Et si la théorie la plus sombre était en fait la réalité?
Merci d'avoir écouté Close-Up Dramatique. Si vous le voulez, vous pouvez laisser une note à cet épisode ou même au balado, peu importe la plateforme d'écoute. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça aide grandement au référencement de Close-Up Dramatique et ça ouvre la discussion. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.